Bonjour, bienvenue dans cette salle 2 pour l'une de nos dernières séances de l'année. J'ai l'intention de demander si on peut nous abriter, nous héberger encore pour une séance de plus le 26. On ne s'arrête pas le 19 parce que le 19, figurez-vous que c'est la semaine prochaine. Donc, j'aurai du mal à boucler mon programme. En tout cas, je vais me donner une chance supplémentaire de le faire. Nous revenons à Matthieu d'Acquasparta, la formulation du problème de l'autoconnaissance de l'âme chez ce franciscain de la fin du XIIIe siècle, contemporain de Pierre-Jean Olivier. Et j'avais indiqué plus exactement, que la formulation du problème de l'autoconnaissance de l'âme chez Matthieu d'Acquasparta reposait sur un topos, un lieu commun franciscain de la fin du XIIIe siècle, distinguant donc trois types de connaissances. L'argumentation rationnelle, la vision directe et l'appréhension ou saisie de la quiddité simple. Vous trouvez cela dans les questions disputées sur la foi et la connaissance. Et la distinction est introduite par la phrase que j'ai traduite. Il faut noter au préalable que quelque chose est dit être connu de trois façons, ou que c'est de trois façons qu'il peut y avoir connaissance de quelque chose. Donc on se place à la fois du point de vue du connu et du connaissant. La connaissance étant une relation. Voilà. Donc, quels sont essayons de préciser chacun de ces trois modes rapidement. Le raisonnement inférentiel, tout d'abord. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, écoutez, je vais m'échapper et essayer d'en prendre un autre si celui-ci ne marche pas. C'est gênant de ne pas... Non, pas le séminaire, mon Dieu. Le cours... Voilà, ça va aller. Donc, excusez-moi, c'est un peu... Je ne suis pas un virtuose de ce genre d'appareillage. Donc, les trois modes de connaissance. Le raisonnement inférentiel, tout d'abord. Contingit enim aliquid cognosci per manu ductivam arguitionem sive ratiocinationem ut videndo fumum argo ignem, videndo hominem loqui argo ipsum habere animam rationalem. Quelque chose peut être connu, alors évidemment par une manuduction inférentielle, le terme est un petit peu curieux, mais c'est une inférence qui d'une certaine manière vous prend par la main, comme je le disais, et vous conduit de la prémisse à la conclusion, de l'antécédent au conséquent. Donc on est conduit comme par la main, n'est-ce pas, inférentiellement. Deux exemples. Je vois de la fumée, j'en infère qu'il y a du feu. On aura l'occasion de reparler de cet exemple, bien connu. Deuxième exemple, très intéressant philosophiquement, évidemment. Je vois hominem loqui. Alors c'est facile, hein. Je vois un homme parler. Non, déjà, si je vois que c'est un homme, bon, enfin, je vois un homme parler et j'en infère qu'il a une âme rationnelle. Bon. Deuxièmement,
Deuxième mode de connaissance. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de supprimer tout. Non, on me redemandait mon mot de passe, comme ça devient maintenant. Je ferais mieux de le donner une bonne fois à la télévision, même bon. Donc, secundo contingit aliquid cognosci per contuitivam inspectionem sive inspectivam contuitionem. Bon, les franciscains aiment bien écrire, n'est-ce pas? Sicut cum ignem presentem oculis meis in tueor et in ipsum dirigo obtutum. C'est bien, on apprend plein de mots latins. Deuxièmement, une chose peut être connue par une inspection intuitive. Alors, le terme d'inspection, vous le trouvez encore chez Descartes. C'est le coup d'œil qui saisit directement, immédiatement. Une intuition d'inspection, comme lorsque j'intuitionne le feu présent devant mes yeux, présent à mes yeux, et dirige sur lui mon regard. L'obtutus, je le dirige sur cette chose-là qui est en présence, qui est présente à mon regard. Donc, inspection directe, la pensée peut l'esprit, disons, peut intuitionner la chose même. Troisième mode de connaissance, oui, ça n'est pas une séance de plus qu'il faut que je prévoie, mais un semestre, c'est bien le troisième mode, ça. Bon, alors, le troisième mode, tertio contingit aliquid cognosci per simplicem quidditatis speculationem in universali, non concernendo hoc quel illud, in hoc quel in illo, sicut cum considero quod est ignis. Troisièmement, donc une chose peut être connue par la simple... Alors, speculatio, c'est la contemplation, c'est l'équivalent latin du grec theoria, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle, d'une certaine façon. Mais vous savez que l'intellect en tant qu'il théorise, c'est-à-dire contemple, c'est-à-dire se saisit de l'intelligible. Cet intellect que les Grecs, après Aristote, appellent intellect théorétique, on l'appelle en latin speculativum, spéculatif. La spéculation ici renvoie au miroir, n'est-ce pas, au reflet, redoublement, dédoublement de la chose même, dans sa représentation intellectuelle. Donc, ici, il s'agit de la quiddité, c'est-à-dire de ce que c'est que la chose, l'essence d'une chose. Il y a donc speculatio in universali, contemplation générale dans l'universel, littéralement, sans déterminer quoi que ce soit de singulier, vous voyez. Non concernando, ce qui veut dire sans circonscrire, déterminer, saisir ceci ou cela, donc cette chose-ci ou cette chose-là, donc deux substances, ou bien sans déterminer in hoc vel in illo, en ceci ou en cela. Qu'est-ce qui est en ceci ou en cela? Ce n'est pas une substance, mais un accident particulier lui aussi. Donc, à mots couverts, on nous dit que la troisième opération de l'esprit consiste dans la saisie de l'universel, qui est donc la chose universelle, saisie, qui n'a aucun rapport avec le particulier, puisque ce n'est ni la saisie d'une substance particulière, mais d'une essence générale, ni d'un accident particulier, mais à l'extrême rigueur de quelque chose qu'on pourrait considérer comme un accident en général. Bon. Donc les trois modes de connaissance que nous avons distingués là.
avec Matthieu et que l'on va retrouver chez Pierre de Jeanlieu et chez tous les franciscains de la fin du XIIIe et du XIVe siècle. Ces trois modes de connaissance structurent l'intégralité du champ de l'expérience et de la cognition, en utilisant bien sûr une notation qui est d'autant plus éclairante qu'il en manque la moitié. Je crois qu'il y a un saboteur quand même dans mon entourage, qui est peut-être moi. Peut-être que je me sabote moi-même. Bon, alors, je ne sais pas si on le lira mieux, mais de toute façon, j'ai peur que ce soit encore pire, n'est-ce pas? Donc, le premier, lisez ce que vous ne voyez pas. Donc, lisez en votre âme. Le premier mode de connaissance, qu'on appelle le raisonnement inférentiel, donc, me permet de poser qu'il existe un x. Et d'ailleurs, je le prouve. Il est posé là. Cet x est posé en l'absence de tout contact direct avec x. Ah, finalement, c'est pas si mal. Donc, le raisonnement inférentiel me permet de poser qu'il existe un x en l'absence de tout contact direct, perceptuel, perceptif avec x. Que cette existence soit celle d'une substance qui est, comme on a dit, ou d'un accident qui est dans. Le second mode de connaissance, qui est l'inspection directe, me permet de saisir x en présence. Parousiquement, il est là en présence, c'est la chose même, là devant, dans son existence. S'il s'agit d'une substance, dans son inhérence, s'il s'agit d'un accident. Dans les deux cas, il s'agit de particuliers concrets. Une substance concrète, je la saisis dans son existence et comme existante. Un accident inhérent, par définition, à une substance particulière, un accident concret, je le saisis lui aussi dans sa quodité, si on reprend le terme qu'on avait vu chez Heidegger, ou dans son anité, du latin an sit ou an est, le fait d'être, le mot anitas, des traductions d'Avicenne et de Maïmonide en latin. Donc vous avez là, ici, un contact intuitif, existentiel, avec les choses mêmes, particulières, concrètes, qu'elles soient des substances ou des accidents. Le troisième mode de connaissance, la connaissance quiditative, me permet de saisir X, par exemple homme, génériquement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette saisie générique, cette saisie universelle, elle a comme caractéristique première, évidente, frappante, d'être indépendante de l'existence effective ou de l'inhérence effective s'il s'agit d'un accident. Donc, je saisis X, qu'il s'agisse d'une substance ou d'un accident, in universali, dans l'universel, indépendamment de son existence ou de son inhérence, qui est un mode d'exister pour l'accident de toute façon. Voyez. Donc, le deuxième mode de connaissance a trait à l'existence, le troisième en est indépendant. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et qui est d'une certaine façon une nouveauté dont on va prendre toute la mesure dans les minutes qui suivent. Matthieu d'Acquasparta donc, synthétise lui-même, sans X, les trois modes de relation cognitive ou perceptuelle à la chose même de la façon suivante. Primo modo cognoscitur de re, vel deprehenditur an est, vel in est, sed ipsa res non videtur, sicut videndo fumum deprehendo quodibi est ignis, sed ipsum ignem, non video. Tertio modo cognoscitur quid est res in generali, non cogitando si est, vel in est. Secundo modo videtur res ipsa.
Donc par le premier mode, ce qui est connu ou saisi de la chose, c'est qu'elle est, si c'est une substance, ou est inhérente à autre chose, si c'est un accident, mais la chose même n'est pas vue. Elle est inférée, et je ne la vois pas. Quand je vois de la fumée, je saisis qu'il y a du feu quelque part, à tel endroit, hein, mais le feu lui-même, je ne le vois pas. Par le troisième mode, je sais ce qu'est la chose en général, sans considérer si elle est ou si elle est dans autre chose. Et par le second mode, res ipsa videtur, la chose même est vue. Pour l'historien des doctrines, ce dispositif de Matthieu d'Acquasparta juxtapose donc avec le premier mode ce qu'on appelle la connaissance inférentielle, par inférence, par ratiocination. Il juxtapose cette connaissance, ce mode de connaissance, la connaissance dite inférentielle, dont je vais maintenant vous montrer qu'il s'agit de la théorie augustinienne, de la notion augustinienne d'inférence naturelle. Hein. Donc il juxtapose cette connaissance fondée sur une théorie de l'inférence naturelle, hein, à ce que tout le XIVe siècle, à travers les deux modes suivants de connaissance, hein, la connaissance par inspection directe et la connaissance quiditative, va thématiser sous la forme d'une distinction archi-connue, qui est la distinction entre connaissance intuitive, qui correspond donc à l'inspection directe, et connaissance abstractive, qui correspond à la connaissance quiditative. Notitia intuitiva, connaissance intuitive, notitia abstractiva, connaissance abstractive, ce sont les maîtres mots de tous les philosophes et théologiens franciscains du XIVe siècle et du plus célèbre d'entre eux au XIVe qui est Occam, mais évidemment on trouverait le même type de distinction à la fin du XIIIe chez Duns Scott et au tout début du XIVe. Donc, pour achever la mise en place du modèle attributiviste étoile de Pierre-Jean Ollieux, du modèle attributiviste olivien, en complétant sa théorie de l'auto-attribution par une véritable théorie de l'hétéro-attribution, impliquant l'intervention des distinctions tirées de Strawson, que j'avais mentionné et que j'ai mentionné à diverses reprises cette année, entre introspection et observation. Avant de faire cela, je dois m'arrêter un instant en préalable sur l'exemple de la fumée et du feu qui est utilisé par Matthieu d'Acquasparta pour illustrer le premier mode de connaissance, le mode de connaissance par manuduction inférentielle ou ratiocination. Alors le rapport fumée-feu a une longue histoire philosophique. Il appartient, cet exemple, fumée-feu, ce rapport fumée-feu, il appartient à la théorie dite dogmatique du signe. Par théorie dogmatique, il faut entendre théorie stoïcienne, et ce sont évidemment les sceptiques qui appellent les stoïciens dogmatiques. Donc la théorie dogmatique ou stoïcienne du signe, nous la connaissons très largement par le témoignage d'un des manifestes du scepticisme, à savoir les hypotyposes ou esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus. Mais naturellement, ce n'est pas à Sextus Empiricus que Matthieu d'Acquasparta emprunte sa théorie du signe. Il l'emprunte à Augustin. Augustin, dont la distinction entre signa naturalia, signe naturel ou par nature, et signa data, dea, signe donné, autrement dit donné par l'âme, institué par l'âme, porte en sous-main tout le dispositif cognitif franciscain, de Matthieu d'Acquasparta à Olivi, en passant par toute une série d'autres auteurs.
y compris pour ce qui est du lexique expérimental. Rappelez qu'on a trouvé ce mot chez les franciscains et chez Olivier et chez Matthieu, hein, la connaissance expérimentale quasi-tactile de soi. En langage strawsonien, on a aussi introspection et inférence, observation. Donc tout ce dispositif, il est travaillé, disons, il est porté en sous-main par une distinction sémiotique entre deux types de signes, les signes naturels et les signes non naturels donnés. Alors, où trouve-t-on cette typologie des signes ? Dans un texte que vous pouvez encore lire aujourd'hui, qui est très fort, très intéressant, très fortement construit et charpenté, le De Doctrina Christiana, la doctrine chrétienne d'Augustin. Et dans le De Doctrina Christiana, Augustin met en place donc très en détail cette distinction entre les deux types de signes et présente tout d'abord les signa naturalia, les signes naturels. Ce sont ceux, voici la définition du De Doctrina Christiana, c'est Augustin qui parle. Les signes naturels sont ceux qui, sans intention ni désir de signifier, font connaître d'eux-mêmes, le signe fait le boulot, si j'ose dire, tout seul, n'est-ce pas, font connaître d'eux-mêmes quelque chose d'autre en plus de ce qu'ils sont eux-mêmes. En plus de ce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont des choses, les signes, hein, qui présentent certaines caractéristiques en tant que chose, mais en plus de ce qu'est cette chose qui est signe, eh bien précisément, elle a, parce qu'elle est signe, la propriété de faire connaître autre chose qu'elle-même. Ou plus exactement, c'est parce qu'elle a la propriété de faire connaître autre chose qu'elle-même que cette chose n'est pas seulement chose, mais qu'elle est aussi signum. Res et signum. Il y a des choses qui ne sont que choses, il y a des choses qui sont des signes, dit Augustin. Parmi ces signes, les uns font connaître d'eux-mêmes quelque chose de plus. Il y a un supplément sémiotique, si on peut dire. Alors, le meilleur exemple de signe naturel pour Augustin, c'est la fumée qui signale le feu. Car, pourquoi est-ce le meilleur exemple de signe naturel ? Parce qu'elle signale le feu sans le vouloir. C'est nous, dit Augustin, qui savons par expérience, en observant et en remarquant les choses, que même si la fumée apparaît seule, il y a du feu dessous. Alors, grâce au signal de la fumée, j'infère l'existence du feu. À dire vrai, je n'ai pas à faire grand-chose moi-même, hein, l'inférence étant naturelle. Elle se fait, pour ainsi dire, toute seule, elle est le fruit de mon expérience. Elle ne réclame qu'un peu de mémoire, peut-être la connaissance du topos, de la topique, affirmant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. En tout cas, tout ou presque se fait sémiotiquement par la relation du signe à son signifié. Les signes donnés, en revanche, signa data, dont parle Augustin, eh bien, par opposition aux signes naturels, ce sont ceux que, je cite, tous les êtres vivants se font les uns aux autres pour montrer autant qu'ils le peuvent les mouvements de leur âme, c'est-à-dire tout ce qu'ils sentent et tout ce qu'ils pensent. Alors notez ceci, qu'il s'agit de montrer ce qu'on ne peut précisément pas montrer, puisque je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a dans mon âme, étant entendu que je ne peux pas vous montrer mon âme, et que je ne peux d'ailleurs même pas moi-même voir mon âme. Mais on reviendra là-dessus. Donc, les mouvements de leur âme, il se passe quelque chose dans mon âme, et bien, je peux vous le signaler, vous le montrer autant que je le peux, grâce à des signes, grâce à des intermédiaires, hein, qui ont cette propriété de montrer ce qui ne se montre pas, ce qui reste scellé. Alors, toutes ces considérations sur signes naturels et signes donnés nous ramènent à l'évidence aux conférences qui avaient été présentées le 21 mai dernier par Madame Rosier-Catache et messieurs Cesali et Marmo,
dans le cadre de la première journée d'études de médiévale au Collège de France, que vous pouvez retrouver donc en vidéo sur ma page personnelle sur le site du Collège. De fait, au XIIIe siècle, la distinction augustinienne entre signa naturalia et signa data est l'objet de complications croissantes dont cette journée, précisément du 21 mai, s'était fait l'écho. Dans le De Signis et le Compendium Studii Theologiae, De Signis de 1267 sur les signes, Compendium Studii Theologiae, petit manuel d'études de la théologie, 1292, qui présente quelques différences dans leur typologie. Un autre franciscain, le contemporain de Matthieu d'Acquasparta et de Pierre de Jean Olieu, le franciscain anglais d'Oxford, Roger Bacon, présente clairement et en partie sous la forme d'une théorie de l'inférence naturelle, la théorie des signes naturels. Il assure qu'il y est parvenu tout seul et qu'il n'a lu la doctrine chrétienne, De Doctrina Christiana, qu'après avoir formulé sa propre théorie. On peut bien le croire, de toute façon le personnage est sympathique, c'est le plus mauvais caractère de l'histoire de la philosophie médiévale. Il a été mis en prison ecclésiastique plusieurs années par Bonaventure, général des franciscains, parce qu'il se piquait de faire des expériences en optique, en alchimie peut-être, enfin, etc. En tout cas, c'est le grand théoricien des signes, et dans ce De Signis, il nous propose une typologie des trois sortes de signes naturels. Alors c'est un tout petit peu flou, n'est-ce pas, mais quand même, vous voyez que la première variété, signe naturel 1,1, est présentée sous la forme d'une série d'inférences qui combinent les deux modalités du nécessaire et du probable, d'un côté, et de l'autre, les trois dimensions du temps, passé, présent et futur. Donc, si vous vous situez dans la case passé et que vous considérez une relation nécessaire entre un certain fait et un autre, vous obtiendrez cette première variété de signes naturels qui, alors en l'occurrence, ici, se présente sous la forme de avoir du lait en abondance est le signe qu'on a enfanté chez une femme. Donc, avoir du lait, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'avoir un brick UHT, mais bon, vous avez compris ce que voulait dire Bacon. Bon. In muliere habere lactis copiam signum partus est. Probable. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas avoir une montée de lait, si vous voulez, sans avoir enfanté, dit le franciscain Roger Bacon, qui est assurément un expert de la chose, n'est-ce pas, puisqu'il a beaucoup lu, n'est-ce pas. Donc, deuxièmement, probable, la relation probable au passé, c'est le fait, en l'occurrence, que la terre soit humide, boueuse, qu'on s'y enfonce. Eh bien, c'est le signe qu'il a plu quelques instants, heures avant. Même chose pour le présent, nécessaire probable, nécessaire le chant du coq, indique effectivement l'heure, n'est-ce pas? Il nous donne l'heure. Bon, on va sortir de la nuit et ce sera l'aube, ça, nécessairement. Bon, être mère est signe d'amour. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, errer beaucoup la nuit
signe qu'on est une sorte de brigand, n'est-ce pas? C'est probable, mais ça n'est pas nécessaire. Futur, l'aurore, bon, est le signe que le soleil va se lever, et probable aussi, maintenant, si le ciel se colore de pourpre le soir, n'est-ce pas, on peut espérer qu'il fera beau le lendemain. Bon, voilà, ça c'est les signes naturels, la sagesse des nations, enfin, etc. Deuxième sorte de signe naturel, les images. Alors, entendez par là les représentations artistiques. Hein. Ça peut être une statue, ça peut être une peinture, une fresque. Les images et les picturae, eh bien, c'est un rapport sémiotique ici. Hein. Par exemple, ma statue, la statue de César, mettons, et le signe de César. Bon, le rapport qu'il y a entre les deux est un rapport de conformité. Hein. Ils ont la même forme. Donc, ce n'est plus une inférence naturelle qui lie le signe au signifié. Ici, c'est un rapport de conformité. Le signe ressemble est de même forme que la chose à laquelle il renvoie, dont il est le portrait, disons. Enfin, vous avez vestigium signum animalis et fumus signum ignis. Là, c'est notre exemple, la fumée signe du feu. Alors, on se demande pourquoi elle n'est pas plus haut, mais voilà, elle est classée ici. Et vestigium signum animalis, c'est la trace de pas dans le sable ou dans la neige, selon l'exemple estival ou hivernal. Si je vois une trace de pas dans la neige ou dans le sable, je peux en inférer que, effectivement, quelqu'un l'y a laissé et que ce quelqu'un est un homme. Dans le Compendium Studii Theologiae, Bacon propose la même classification, simplement il l'a réduit à deux ensembles et place dans la deuxième variété tout ce qui n'est pas dans la première. Vestigium, la trace de pas, l'imago, la statue, la ressemblance du Fils à celui qui l'a engendré, fait qu'on peut en conclure qu'il est le fils de, précisément, cette personne à qui il ressemble. Et enfin, il y a la représentation dans artistique, n'est-ce pas? Quoi qu'on entende par là, vous voyez que la fumée a disparu. Elle était mal placée, probablement, peut-être. En tout cas, elle n'y est plus. Alors, il est intéressant, cela dit, de noter que c'est sur la base du seul rapport fumus signum ignis, fumée, feu, augustinien, que Matthieu d'Acquasparta formule l'inférence qui permet d'attribuer une âme rationnelle à ce qu'on appellerait aujourd'hui un sujet parlant. Je vois un homme parler, j'en infère qu'il a une âme rationnelle comme moi. Voilà, c'est vite dit, c'est vite fait. Olivier, maintenant, nous occupons principalement, Olivier a une autre solution. La solution de Pierre de Jeanlieu, d'Olivier, portera un nom qui méritera toute notre attention. C'est la théorie dite de la conspiratio, de la conspiration. J'y viendrai tout à l'heure. Pour le moment, essayons de donner sa chance à la théorie de Matthieu d'Acquasparta, qui est de toute façon la théorie dominante. Pour Matthieu d'Acquasparta, la reconnaissance donc de mon semblable est inférentielle. Elle se fait, dit-il, arguitive, arguitivement, qui n'existe pas trop en français. Il y a eu quelques tentatives, comme toujours au XVIIe siècle, mais bon, on va dire inférentiellement. C'est parce que je vois X parler que je lui attribue une âme exactement semblable à la mienne, à moi qui suis capable de parler et qui vous parle. Ceci veut dire donc trois choses. C'est quand même intéressant, cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle présuppose ou implique, n'est-ce pas?
premièrement, que je suis à même d'identifier précisément les actes que X est en train d'accomplir comme tombant sous la caractérisation ou le prédicat parler. Il ne fait pas du bruit, il parle. Donc je suis capable de discriminer un bruit vocal et un parler. Deuxièmement, cela veut dire que j'ai une tendance naturelle ou un habitus, une habitude bien fixée, bien établie, ou que j'ai une bonne raison, en ce moment, d'attribuer le complexe d'actes qu'on appelle parler à une puissance, une faculté de X appelée âme rationnelle. Ça suppose une croyance, donc la croyance en cela, qu'il y a quelque chose comme une anima rationalis, âme rationnelle, âme douée de logos, qui précisément est à même de rendre compte par la faculté qui est la sienne de cela qui se produit en ce moment précis, à savoir que X parle. Donc, de ma part, ça suppose que j'ai quelques croyances sur l'âme. Enfin, tout ce scénario suppose le troisième point, à savoir que la possession de cette faculté de parler, cette faculté rationnelle, l'âme rationnelle, fait de X un homme, un autre homme, un alter ego, un semblable. Il y a trois conditions à remplir. Alors, l'inférence de X parle à X a une âme comme moi. Elle a l'air très simple, puisqu'elle est donnée comme exemple par Mathieu d'Acquasparta. En fait, elle est tout sauf simple, puisqu'elle présente une combinaison entre introspection et observation. Je vais être capable de contempler moi-même intuitivement, intérieurement, et je dois avoir observé, être capable d'observer le comportement extérieur d'autrui. Donc, il y a une combinaison donc, de diverses notions qui est requise pour que cette inférence de X parle à X a une âme comme moi soit possible. Nous devons être en possession d'une manière ou d'une autre de la distinction entre auto-attribution, c'est-à-dire la capacité de s'attribuer à soi-même un certain nombre d'actes ou d'états, et hétéro-attribution, la capacité d'attribuer à quelqu'un d'autre un certain nombre d'actes ou d'états, des attributs, des prédicats, qui, dans le langage de Strawson, que je reprends ici, sont self-ascribables et other-ascribables. Cette combinaison entre donc, introspection et observation, auto-attribution et hétéro-attribution d'actes, elle est évidemment requise, mais tous les philosophes qui y font allusion la présentent sous des formes assez variables. Elle est variable selon les théories et selon les distinctions qui sont admises par les philosophes en question entre les types d'actes ou les prédicats. Un exemple, chez le philosophe sur lequel je m'appuie souvent, auquel je fais volontiers référence, Strawson, donc, qui distingue deux sortes de prédicats. Mais vous pouvez ne pas admettre cette distinction, non. Mais lui, il l'admet. Il y a ce qu'il appelle les prédicats P, pour personne, P comme personne, personnel, des prédicats que nous pouvons attribuer aux personnes. Vous prenez la liste de tous les prédicats possibles, certains sont attribuables à ce qu'on appelle une personne. Et d'autres, non. Ce sont les prédicats M, M pour matériel, qui, selon lui, ne s'appliquent pas à la personne, mais à un corps matériel, quel qu'il soit. Donc, si vous trouvez au Moyen-Âge une distinction entre prédicat personnel et prédicat matériel, bon, vous pourrez vous dire que vous pouvez entamer, là où vous trouvez cette distinction, une comparaison, une confrontation avec certaines analyses de Strawson. Dans tous les cas, quels que soient les prédicats que l'on admet, on aura toujours plus ou moins quand même cette bipartition à affronter. Âme,
personne, corps, hein, alors âme, corps, personne. Est-ce que la personne est distincte de l'âme et du corps? Est-ce que la personne c'est l'âme? Bon. Donc c'est moins facile que ça n'en a l'air. Par ailleurs, l'expression passer de X par la X à une âme comme moi, avoir une âme comme moi est une expression qui est tout sauf claire, enfin tout sauf simple, puisque on pourrait aussi bien dire être un moi comme moi. Est-ce que ce serait le même problème? Être un sujet comme moi, est-ce que ce serait le même problème? Or, ces deux expressions, être un moi, un autre moi-même, hein, être un sujet comme moi, qui suis un sujet parlant, eh bien, ces deux expressions rôdent à l'horizon, hein, de avoir une âme comme moi. Donc, on a sur la table, disons, trois expressions que l'on prend comme ça, comme synonyme, n'est-ce pas, spontanément, et qui, en fait, méritent probablement plus d'attention philosophiquement. En tout cas, la théorie d'Olivi est à la hauteur de ces exigences, de ces distinctions-là que j'indique, par les réponses qu'il donne aux problèmes qu'il traite, comme, en fait, par ces lacunes, par réponse à tout. Alors, comment Olivi aborde-t-il le problème de la reconnaissance d'autrui? Quel concept utilise-t-il? Quel principe? Quel est son point de départ? Voilà les questions. S'il professe la même théorie que Matthieu d'Acquasparta, il va nous répondre, eh bien, la reconnaissance d'autrui procède par inférence, arguitive. Mais ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ces formulations sont assez différentes. Elles gravitent autour d'un terme peu fréquent, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous retrouverons dans quelques minutes, après un dernier détour. Ce mot que je vous demande de retenir quand même, c'est précisément, c'est pas difficile à retenir, conspiration, la conspiratio. Alors en attendant de parler de conspiration, je résume les principales thèses d'Olivi pour que vous ayez bien en tête ce qui est accessible, disons, par introspection et par observation pour Olivi. Donc, introspection, l'âme sait quasi tactilement, vous vous rappelez cela, quasi tactualitaire, ou elle a une connaissance quasi tactualis, tactile. Hein. L'âme sait quasi tactilement qu'elle existe et est sujet et principe de ses actes. PGA, c'était le principe général de l'attributivisme, ce qui veut dire, bon, mais il faudrait expliquer cela, que je sais, par là même que j'existe et suis sujet et principe de mes actes. Ça, c'est la première thèse de Olivi. Deuxième thèse, l'âme sait par raisonnement, ratiocinatione, inférentiellement, arguitive, en quoi elle consiste et où elle se situe dans le tableau, la taxinomie, pourrait-on dire, des genres et des espèces. Alors ça, c'est la connaissance scientifique que l'âme a d'elle-même en tant qu'âme. Autrement dit, la connaissance que l'âme a de toute âme, en général. Alors que la première connaissance est la connaissance que cette âme-ci a d'elle-même en tant que cette âme-ci, en tant qu'âme particulière. Donc il y a la connaissance que j'ai de ma propre âme, qui est singulière, hein, cette âme. Mon âme n'est pas votre âme. Mais il y a en même temps une connaissance ratiocinante et inférentielle qui permet à l'âme de se connaître scientifiquement, c'est-à-dire d'arriver à une connaissance de ce qu'elle est en tant qu'âme, autrement dit, des prédicats qui s'appliquent à toute âme, quelle qu'elle soit, la vôtre, celle-ci, celle-là, etc. Donc, qu'est-ce que l'âme connaît d'elle-même par ce procédé inférentiel, par cette démarche inférentielle? Elle connaît qu'elle est incorporelle. Ce qui veut dire que je sais par là que l'âme, que les âmes, que toute âme est incorporelle. Donc vous voyez,
la connaissance intuitive que j'ai de ma propre âme n'est pas la connaissance scientifique que j'ai de toute âme. Par la connaissance intuitive, j'accède à un certain nombre de connaissances relativement à mon âme, à moi. Par la connaissance raisonnante et inférentielle, j'accède à la connaissance de ce qu'est toute âme en tant que telle, et le prédicat principal est l'incorporalité. Bon, voilà les thèses de Livy. Alors maintenant, ça ne suffit pas d'avoir dit ça. Pour voir l'intérêt de tout ça, il faut voir évidemment que ce que l'âme sait par raisonnement, inférentiellement, de l'être de toute âme, de l'essence de l'âme, qui situe l'âme humaine dans une taxinomie des genres et des espèces, ce mode de connaissance inférentiel et raisonnant suppose la sensation et l'imagination. Il requiert l'observation. Avec Olivier, on a donc expérience immédiate, on a observation, on a raisonnement inférentiel. Ces trois valent pour la connaissance de l'âme par elle-même et pour la connaissance de soi. Mais pour voir l'intérêt et la force de ces thèses, il faut rappeler ce que professent les adversaires d'Olivier. Il faut revenir à qui s'oppose Olivier et qui s'oppose à Olivier en général. Eh bien, Olivier s'oppose à Aristote, et beaucoup d'adversaires d'Olivier, spécialement chez les dominicains, mais ailleurs, aussi bien, sont aristotéliciens. On est ici, de fait, face à une véritable alternative. On est face à un choix fondamental, à la fin du XIIIe siècle, entre deux positions qui sont fondées sur des principes absolument opposés. On a donc là, ce matin, clairement, face à soi, un choix entre doctrines, entre les aristotéliens, la doctrine des aristotéliciens et la doctrine de Pierre de Jean Olieu. Les aristotéliciens soutiennent que l'âme, ou plutôt l'intellect, et ceci est une citation, se connaît comme il connaît les autres choses. Ça, c'est très important. La thèse d'Aristote, c'est ça. L'intellect se connaît comme il connaît les autres choses. Ça n'est pas la thèse de Livy. La thèse de Livy est que l'homme se connaît par le sentiment immédiat qu'il a de sa propre vie, de sa propre existence, par la certitude qu'il a d'être et d'être soi, d'être et d'être sujet et principe de ses actes. Bon, donc, voilà deux théorie de l'autoconnaissance, où le même se connaît. Mais Aristote parle de l'intellect, Olivier parle de l'homme, l'âme, l'intellect, le sujet, la question du sujet, la question de l'homme. Vous vous rappelez le début de l'année, on y reviendra pour conclure. Bon, mais je veux m'arrêter un instant sur la formule « l'intellect se connaît comme il connaît les autres choses », parce que c'est un théorème extraordinairement important dans l'histoire de la philosophie de l'esprit et de la psychologie. Donc cette thèse, vous la trouvez dans le De Anima d'Aristote, livre 3, chapitre 4, 430 à 2.5. Kai autos de noetos est in osperta noeta. L'intellect est lui-même intelligible comme le sont les intelligibles, traduit Tricot, page 180 de sa traduction. En effet, en ce qui concerne les réalités immatérielles, ton
ane ules, il y a identité du pensant et du pensé. En grec, to auto esti, to noun, kai to noumenon. Le nous et le noumen, n'est-ce pas, sont identiques, car la science théorétique, épisteme théorétique, et ce qu'elle connaît sont identiques. Alors ce qu'elle connaît, c'est l'épistéton, sont auto, c'est la même chose. Traduction de Barbotin pour Budet, la collection Budet des universités de France. Comme souvent, Barbotin introduit sujet et objet dans le texte grec, n'est-ce pas ? Vous avez vu qu'il n'y avait ni hypokeimenon ni antikeimenon, donc, mais ça n'empêche pas d'écrire. De plus, il est, l'intellect lui-même, intelligible comme le sont les objets intelligibles. En effet, dans le cas des réalités immatérielles, il y a identité entre le sujet pensant et l'objet pensé, car la science théorique et son objet sont identiques. Donc cette traduction est une traduction éminemment moderne. Elle traduit dans notre idiome philosophique d'aujourd'hui quelque chose qui se dit un tout petit peu autrement quand même, puisque nous et noumen, bon, c'est pas tout à fait sujet pensant et objet pensé. Enfin, bon. Alors, ce texte du De Anima 3.4, 430a 2.5 est l'un de ceux que Intica mobilise en faveur de l'attribution à Aristote d'une théorie dite keikethesis. Vous vous rappelez, si A c'est que P, alors A c'est que P. Autrement dit, on ne peut pas savoir sans savoir qu'on sait. C'est un des textes que Intica mentionne comme preuve que déjà quelques anciens ont reconnu le bien fondé de cette thèse. Mais évidemment, pour bien entendre ce que les aristotéliciens du Moyen-Âge lisaient dans le texte d'Aristote et qu'ils approuvaient, donc, mais pour bien entendre aussi ce que les anti-aristotéliciens trouvaient dans ce texte et qu'ils rejetaient donc, puisqu'ils sont anti-aristotéliciens, il faut noter ce que Averroès comprend dans ce texte. Comment il interprète la phrase « Et est essiam intelligibilis sicut intellecta » et il est aussi intelligible comme le sont les intelligés, que nous lisons aujourd'hui donc dans le textus numéro 15, le texte numéro 15 de arabo-latin, livré en même temps que la version latine donc, du grand commentaire d'Averroès sur le De Anima d'Aristote. Grand commentaire sur le De Anima d'Aristote que vous ne pouvez lire à l'heure actuelle qu'en latin, puisque l'original arabe est perdu et en cours de recouvrement partiel, puisqu'on a un manuscrit à Modène qui contient des gloses contenant des extraits de la version arabe que deux éditeurs de textes, l'une hébraïsante et l'autre arabisant, essaient d'éditer. À l'heure actuelle, j'y reviendrai, j'espère, dans 1 an, dans 2 ans, enfin quand ça paraîtra. En tout cas, le passage commenté concerne l'intellect que l'on appelle matériel dans la terminologie de l'arabo-latine, intellectus materialis, parce que cet intellect dit matériel est hérité de la terminologie d'Alexandre d'Aphrodise, commentateur d'Aristote. Et matériel ne signifie en rien quelque chose que l'on pourrait toucher, n'est-ce pas, qui serait fait de matière. Matière signifie ici potentiel, en puissance, puisque la matière, chez Aristote, est potentielle, puissance, qui attend une détermination par la forme. Donc c'est l'indétermination qui est ici le sens de matériel. Unbestimmt, dirait un Allemand, l'intellect dit matériel, donc l'intellect que les latins
que Thomas d'Aquin, qu'Albert le Grand, qu'Occam, que tout le monde appelle possibilis, dans la terminologie scolastique, l'intellect possible, celui qui peut tout devenir, n'est-ce pas? Donc endosser n'importe quelle forme intelligible, le sujet récepteur de l'intelligible, le sujet, donc le substrat de l'intelligible, c'est ce que Averroès appelle intellect matériel, ce que les scolastiques appellent intellect possible. Donc cet intellect, voilà comment il est présenté dans l'arabo-latine. Voilà le texte d'Aristote, c'est le grand commentaire d'Averroès, se présente toujours de la même façon. Vous avez un texte qu'on appelle textus, qui est numéroté, hein, et ensuite il y a le commentaire qui porte le même numéro que le texte commenté. Donc ça, c'est la forme suprême du commentaire au Moyen-Âge. Hein. Tout le texte est cité et tout le texte est expliqué à chaque fois. Donc ici, le texte numéro 15 du livre 3 du grand commentaire dit « Et il est lui-même intelligible, comme le sont les intelligibles, sicut intellecta, en effet, formare per intellectum », alors c'est une traduction laborieuse latine d'un mot arabe qu'on peut conjecturer parce qu'on a des passages parallèles, et ce mot traduisait en fait noein, hein, intelligé. Bon. Alors formé par l'intellect. Et alors comment traduire ça? Formare, hein, concevoir. L'acte de concevoir par l'intellect, de mettre en forme par l'intellect, et ce qui est mis en forme par l'intellect, ce qui est conçu par l'intellect, dans tout ce qui est hors de la matière, sont identiques, car la science théorique et scientia speculativa, hein, théorique, et scitum, et ce qui est connu selon ce mode, sont identiques. Voilà le texte d'Aristote. Il est déjà un tout petit peu plus lointain par rapport à ce que, par rapport au grec, hein, que la traduction Barbotin, mais au moins il n'y a ni sujet ni objet. Et s'il y a sujet, eh bien ce sera à bon droit, puisque c'est Averroès qui introduit le subjectum. Mais bon, alors, voilà le commentaire d'Averroès. C'est toujours pareil. Wakala, et il dit, et il dit, et il dit, et il dit, et il dit. Donc, c'est Averroès, c'est Aristote, excusez-moi. Et il dit, en effet, l'acte de concevoir par l'intellect, etc. Donc, il reprend à chaque fois, Averroès, un bout de phrase pour qu'on se repère dans le texte qu'on a sous les yeux, et puis il donne son commentaire. Et il dit, c'est-à-dire. Hein. Donc voilà la technique du commentateur. Et il dit, en effet, l'acte de concevoir par l'intellect, etc. C'est-à-dire, donc on reformule, et il est nécessaire qu'il soit intelligible grâce à la présence en lui d'une forme. Car l'acte de concevoir par l'intellect et ce qui est conçu par l'intellect sont identiques seulement dans les choses immatérielles. Or, si cet intellect était intellect par soi, il faudrait que la science théorique et ce qu'elle connaît soient en lui identiques par soi, ce qui est impossible. Alors, de prime abord, on ne comprend rien à ce texte, mais pourtant, tout roule sur « il est nécessaire qu'il soit intelligible grâce à la présence en lui d'une forme ». L'intellect récepteur devient intelligible par la présence en lui d'une forme intelligible qui va, de toute évidence, être la forme intelligible d'autre chose que lui. La complète identité par soi du pensant et du pensé, du nous et du noumenon, ne vaut que pour les réalités qui sont absolument immatérielles, ce qui est appelé dans le texte intellect par soi. Les réalités absolument immatérielles qui sont intellect par essence, qui sont à la fois intellect, intelligible et intelligente en acte toujours, eh bien, il n'y en a qu'un petit nombre. Ce sont ces entités qui peuplent, organisent et structurent le cosmos, le monde, et qui en font un cosmos, c'est-à-dire un monde bien ordonné, un beau monde. Hein. Ce sont les intellects séparés ou intelligences séparées, hein, qui sont ces entités dont il y en a, alors selon les théories, mais pour
Averroès, il y en a 10. La 10e étant la plus basse, celle qui préside à l'ordre qui règne dans ce qui nous est immédiatement visible en matière de sphère, la sphère de la Lune, hein, au centre de laquelle se trouve notre monde géocentrique. La 10e intelligence est l'intelligence cosmique, n'est-ce pas, qui préside à la dernière de ces sphères homocentriques et concentriques, hein, qui constituent le monde. Alors, l'intellect matériel, qui n'est pas un intellect par soi, qui n'est pas une intelligence séparée, l'intellect matériel, s'il s'agit de l'intellect en l'homme, hein, dépend d'intelligibles abstraits d'une matière. C'est-à-dire qu'il dépend, sinon il est pure réceptivité, pure puissance. Pour être en acte, il doit être saisi de quelque chose, c'est-à-dire réception de quelque chose. Pour être en acte, l'intellect matériel dépend donc d'intelligibles qu'il reçoit. Ces intelligibles sont contenus dans les choses extérieures. Ils en sont dégagés, ces intelligibles, grâce à la perception sensible et à l'imagination. Les formes intelligibles qui sont présentes au cœur des choses sont dégagées cognitivement par la sensation, l'imagination et la mémoire. Et les formes ainsi abstraites, c'est-à-dire dépouillées, dégagées de tout ce qui les cachait et les rendait non visibles, eh bien ces formes sont reçues dans le sujet récepteur qu'est l'intellect dit matériel, c'est-à-dire possible, et ces formes donc qui étaient engagées dans une matière sont dégagées de la matière, reçues dans l'intellect, qui du coup peut se penser lui-même parce qu'il a été actualisé de par la réception en lui de la forme en acte d'autre chose que lui. Autrement dit, pour se penser lui-même, hein, l'intellect matériel n'étant pas toujours déjà identique en acte à un intelligible qu'il serait lui-même par essence, comme Dieu, hein, pensée de la pensée. Bon, l'intellect matériel, donc, pour pouvoir se saisir lui-même, doit recevoir la forme en lui d'autre chose que lui. Vous ne pouvez, en somme, n'est-ce pas, pour se, comment dire, l'actualiser, pour se connaître, n'est-ce pas, l'intellect matériel doit avoir en lui une forme qui est la forme d'une autre chose que lui. Alors, il se connaît connaissant. Pour lui, se saisir, c'est se saisir pensant. Mais pour se saisir pensant, il faut qu'il pense autre chose, qu'il ait pensé autre chose, qu'il soit en train de penser autre chose. Donc la pensée que l'intellect a de lui-même, hein, est latérale, elle est oblique, elle est donnée en sus, si je puis dire, de la connaissance qu'il a d'une autre chose que lui. Donc pas de possible. Vous comprenez, c'est une théorie de l'intelligible, ceci. Une théorie de l'actualisation de l'intelligible. Il n'y a pas moi qui vous parle, qui suis en train de connaître. S'il y a connaissance, ça n'est pas qu'un sujet s'active, se bouge, fait quelque chose. Je ne me dis pas, allez mon gars, vas-y, pense. Non. Qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est de l'intelligible qui s'actualise. C'est d'entrée et d'emblée impersonnel, n'est-ce pas? Et ce qui est difficile à penser, c'est comment cela devient ma pensée. Mais avant que cela devienne ma pensée, il faut déjà que ça devienne la pensée de soi. Que l'intellect matériel se pense lui-même. Comment peut-il se penser lui-même? Il ne peut pas se penser lui-même avant toute chose, puisqu'il est pure puissance, pure réceptivité. Tant qu'il ne reçoit rien, il n'est rien. Bien sûr, l'intellect matériel, enfin, ce sujet récepteur unique pour toute l'humanité, bon, le monde est éternel.
ceci ne marche pas si le monde n'est pas éternel. Et s'il n'est pas vrai, dès lors qu'il n'y a jamais eu un temps dans lequel il était vrai de dire que l'intellect ne pense pas. Toujours déjà, l'intellect a pensé, et toujours il pensera. Hein. Bon, ça c'est pas très compatible avec la théologie chrétienne, n'est-ce pas, ni même avec toute théologie de la création. Peu importe, le problème n'est pas là, enfin peu importe. Ça donnera un certain nombre de problèmes pour les avéroïstes, mais enfin, si vous voulez, l'intellect ne peut être en acte. L'intelligible ne peut devenir intelligent. L'intellect ne peut devenir intellect d'intelligible en acte, hein, qu'en recevant en lui en acte la forme d'une autre chose. Et dès le moment qu'il y a réception, l'intelligible et l'intelligent s'identifient dans l'acte d'intellection. Et donc, l'intellect se saisit lui-même, saisissant ce qu'il saisit. C'est un bénéfice secondaire, si on peut dire, de la saisie d'autre chose que de se saisir soi-même, ayant saisi ce qui a été saisi. Bon, c'est une façon d'entendre la kaikei-thésis. Hein. Mais évidemment, Olivi n'est pas du tout d'accord avec ça. Et aux aristotéliciens, donc, qui soutiennent que l'âme, ou plutôt l'intellect, se connaît comme il connaît les autres choses, c'est-à-dire en connaissant les autres choses. Aux partisans du cognoscitse sicut alia, Olivi fait un reproche précis. Dernier effort, hein, si on les croyait, les aristotéliciens, il faudrait dire que l'homme se connaît lui-même comme un autre. Ou pis encore, pas même comme un autre homme, hein, mais comme une chose autre ou une autre chose. Mais bon, qui a dit que l'intellect et l'homme, c'était le même? Bon, peut-être que les aristotéliciens parlent d'un certain problème et qu'Olivi parle d'un autre, sauf que l'homme olivien, il se connaît lui-même comme sujet et principe de ses actes. Or, les actes dont la complexe théorie de l'intellect matériel est censée rendre compte, à savoir la connaissance théorique, ces actes, Olivi, lui, en rend compte avec sa théorie de la connaissance intuitive du singulier et de la connaissance abstractive de l'essence. Donc on a deux épistémologies, littéralement, qui se confrontent, là, qui sont face à face. L'ancienne, la vieille, si je puis dire, qui est celle de l'intellect, de l'intelligible, de l'intelligent, et qui s'efforce, comme elle le fait depuis Alexandre d'Aphrodise, d'essayer de penser comment l'intelligible devient intelligent, n'est-ce pas ? Comment il peut devenir intellect de soi-même, l'intelligible. C'est un problème qui n'est pas du tout le même que de se demander comment, moi qui vous parle, je peux commencer à connaître intuitivement ceci ou cela, inférentiellement ceci ou cela, quiditativement ceci ou cela. Et c'est très différent. Le credo d'Olivi, c'est « il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, ce sujet c'est moi ». Et voilà ce qui s'oppose à la théorie d'Averroès. Alors, est-ce qu'il fallait attendre la fin du XIIIe siècle pour faire cette découverte? Il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, et ce sujet, c'est moi. Eh bien, on peut dire que certaines bases avaient été jetées plus tôt, hein, et notamment la thèse de l'incorporalité et de la simplicité de l'âme humaine, qui est impliquée, ou spiritualité, si on veut, et simplicité de l'âme humaine, qui est impliquée par la théorie sur laquelle il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, et que ce sujet, c'est moi. Bon, nous n'avons pas le temps de l'aborder, cette thèse. Sachez seulement qu'elle est ce qui conditionne la théorie
que j'appelle l'émergence philosophique de l'ego avec Olivi. Cette thèse de l'incorporalité ou spiritualité et simplicité de l'âme humaine, elle est soutenue par les augustiniens depuis quasiment le début du XIIIe siècle. C'est une thèse augustinienne. Elle est soutenue notamment par Guillaume d'Auvergne, dont on parlera la semaine prochaine, évêque de Paris, mort en 1249, et elle est soutenue sur la base du célèbre argument d'Avicenne qu'on appelle l'homme volant ou l'homme voilé, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc on s'arrête là, on fait une pause de quelques minutes et on enchaîne ici même pour le séminaire. À quelle heure? C'est une bonne question. On n'a qu'à dire à moins 10, ça va?